Et hop, on démarre direct sur les stratégies de range. Donc là, on oublie tout ce qui est stratégie directionnelle avec des contextes au-dessus des moyennes ou en dessous. On va revenir sur des trucs beaucoup plus chill. Hein. On tape de la moyenne à l'intérieur des contextes et on essaie de trouver des stratégies de range sans trop réfléchir. Donc en range, on a toujours deux options pour rappel. Donc soit on tape nœud, c'est-à-dire vous n'ouvrez pas hein, les stratégies de tendance, d'accord? On part donc de défaut. Ce qui est tendance, c'est tout ce qui n'est pas range, okay, et qui n'est pas chaotique ni excessif. C'est-à-dire tant que les boîtes de contexte ne sont pas en train de s'exploser dans tous les sens, ok, tant que la moyenne va être hors des contextes, on dira que c'est de la tendance. Okay, et sinon, bah, nous, ce qui va nous intéresser, c'est dès que la moyenne revient dans les contextes ou dès qu'on a des contextes qui s'opposent à la moyenne. Concrètement, donc il y a une moyenne qui monte et il y a des contextes qui baissent. Ok? Donc ça vous donne ces deux cas de marché, c'est-à-dire quand vos contextes baissent alors que la moyenne monte, c'est que généralement vous avez été précédé d'une tendance, ou en tout cas d'un truc qui ressemblait à de la tendance. Donc là, vous savez que le truc, ça va être la stratégie classique de la troisième borne. On va revenir chercher le contexte vendeur pour remettre en question la dynamique de tendance qui a précédé. Ok? Et quand il n'y a pas justement ce truc-là, c'est-à-dire concrètement, vous avez des prix qui font ça, des contextes qui font à peu près ça, peu importe la direction, et vous avez une moyenne qui évolue grosso merdo au milieu, qu'est-ce que c'est? Neuneu. Point. Voilà. Il ne faut pas réfléchir, il ne faut pas chercher à faire plus loin que ça. C'est aussi con que ça. Je sais que c'est con, je sais que c'est chiant, parce que ça ne gagne pas beaucoup de trader les ranges, etc. Mais encore faut-il les trader sans en avoir peur. Donc un truc qui évolue comme ça, ok, c'est neuneu. Point. On ne réfléchit pas plus que ça. On attend que ça s'écarte sur les bornes, on trade les bornes, et il y a bien un jour où éventuellement on mangera un stop loss, parce que normalement les marchés ne peuvent pas éternellement rester dans la même zone de range, sauf exception. Est-ce que ça va pour tout le monde sur le range? C'est le rappel normalement que tout le monde doit connaître. C'est bon pour tout le monde? Ça, normalement, il ne doit pas y avoir de nouveauté. Hein. S'il y a un truc qui ne vous va pas ou un truc qui paraît pas clair, c'est qu'il faut revoir les bases. Mais normalement, vous devez être capable, donc si vous maîtrisez les ranges, de différencier ces deux contextes. Donc là, bah, le but, si vous êtes en train d'apprendre, ou si vous le maîtrisez un peu déjà, c'est bah, d'avoir fait des exercices. C'est-à-dire, bah, le mieux, ça reste toujours, on tape deux lettres au hasard, on n'essaie pas trop de chercher à anticiper le truc, on prend juste le premier graphique qui passe. Ok, bah ça, voilà. Tiens, parfait. Donc ça, c'est quoi? Mis à part le fait que c'est un peu excessif quand même. Hein. Donc on a dit, nous, on essaie d'éviter quand les boîtes de contexte se font dégommer comme ça. Mais bon, on a bien quand même la fameuse moyenne, même si elle est putain de volatile, à l'intérieur des contextes, il n'y a pas de direction claire pour l'instant. Donc ce truc-là, qu'est-ce qu'on applique comme stratégie? Ah bah voilà, nique sa mère. Là, le mec qui va te dire, ouais, mais attends, il y a une vague W, X, Y, Z, machin. Non, voilà, tu fais Hey bro, tu te prends la tête. Moi, on m'a appris à reposer mon cerveau dans ces stratégies-là. Je fais les fibos et j'arrête de réfléchir. Voilà. Ici, je paye par là, sous les contextes, Fibo 76, je mets un stop large, je pose la tête et ciao, bye bye. Voilà. J'ai beaucoup plus de chances d'avoir raison que tort. En attendant, je gagne à peu près autant dans les deux cas de figure. Donc, est-ce que c'est profitable à long terme? Oui. À chaque fois que tu vois cette stratégie de nœud, trade-la, te pose pas plus de questions que ça. Ça ne veut pas dire que celle-là, elle va réagir là au pipe près et que tu vas avoir raison et tu vas gagner beaucoup d'argent. Désolé, je pense que ça, il faut que je le prenne une seconde. Ah, allô? Oui, bonjour. C'est GDF, c'est ça? T'es bloqué. De quoi? Oh putain, celle-là, je l'ai pas vu venir. Je sais pas qui c'est. Le mec, il m'appelle, il me dit je sais pas, je suis bloqué dans le forêt. Putain, ok, d'accord. Il me raccroche à la gueule. Bon, bref, il y en a des belles comme ça. Bref, donc voilà, tu te poses pas la tête sur un truc comme ça, tu débordes les contextes, Fibo 76, finger in the nose, tu payes et tu poses pas de questions. Ok? Ok? Donc on réfléchit surtout pas dans ce type de marché. Ok? On trade sa borne et on se casse pas la tête. D'ailleurs ici, à l'époque, vous en aviez une aussi là.
Tu vois, là, je suis sûr qu'ici, tu as une borne neuneu, elle vient chercher les médianes, tu prends ton objectif, ne te cherches pas à ramasser plus que ça, et après, tu laisses pousser. OK? Vraiment, stratégie DBLOS 3000. C'est vraiment comme ça qu'il faut fonctionner. OK? Il y a 2 patterns, vous devez les connaître par cœur. Chaque fois que tu la vois, pam, tu trades. Tu connais l'objectif, tu ne te prends pas la tronche, tu sais qu'il ne faut pas maîtriser le temps. D'accord? Dans un range neuneux, c'est wow, wow, je ne sais pas où ça va, mais en attendant, ça devrait finir au milieu. Donc, essayez de ne pas aller trop loin dans l'analyse. Ah non, 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 c'est plus de dire. Il y a souvent plusieurs trades. À chaque fois que tu fais un nouveau plus haut, tu mets à jour. OK? Le mieux, effectivement, quand tu as fait un nouveau plus haut, tu le sais, c'est d'attendre le repli neuneux. C'est-à-dire, hop, dès que ça revient chargé, par exemple, ici, tu avais peut-être un repli neuneux. OK? Maintenant, tu sais qu'il faut que tu sois dans le contexte, ou que le contexte soit pas trop loin. Donc là, je dirais que c'est pas top pour faire du neuneux, quoi. C'est plus de dire, si ça avait baissé et que ça remontait là, oui, tu faisais un repli neuneux sans hésiter. Là, pour moi, se positionner ici, c'était quand même un peu tendu du slibar, quoi. Surtout que normalement, je te dis qu'il faut installer les prix dans la dumb zone, pas juste venir mécher comme ici, quoi. Là, pour moi, pour du repli neuneux, c'est pas assez. Je pense là, sans hésitation, qu'à l'époque, tu avais un joli trade neuneux ici. Voilà, comme je te l'ai dit. Tu vois, hop, là, tu en avais un magnifique. Tac, retour moyenne. Allez, terminé. Ciao, bye bye. Fibo 50%. Tu prends tes gains, cassos. Donc là, tu en avais un magnifique, très rapide. In-out en quelques semaines. Tu prends tes gains et tu laisses réfléchir ceux qui veulent passer pour des malins sur les réseaux. Puisque toi, tu sais que ça ne sert à rien, dans ce cas-là, de faire le malin. D'accord ? Là, tu sais que maintenant, par contre, dans l'autre sens, plutôt en mensuel, sous les contextes, repayer du 7006, oui, sur ce truc-là, ça pose aucun problème. Mensuel, j'ai remarqué que dans ce genre de configuration, quand tu n'as que 2 bornes, les prix avaient souvent tendance à glisser sous la borne la plus basse. En fait. Ouais, mais on s'en fout. Dans le neuneu, le but, c'est pas d'attraper le point bas. Hein. Je te jure, c'est juste réfléchir risk-reward ratio. En fait, dans ces trucs-là, tous ceux qui vont être là, essayer d'optimiser l'entrée, etc., bon, tu pourras le faire éventuellement quand tu seras plus expérimenté. D'accord ? Je te rappelle que une fois que tu maîtrises l'ensemble des contextes, d'accord, c'est-à-dire l'ensemble des différentes stratégies techniques cadrées de gestion à faible risque, donc soit toutes les stratégies neuneuses, je veux dire, quand il n'y a pas de tendance, il ne faut pas inventer une tendance. Il ne faut pas aller chercher des tendances sur les unités inférieures. Donc toi, tu commences à me casser les couilles, mon gars. Donc, faut pas essayer d'aller inventer des tendances quand il n'y en a pas. Voilà. Quand c'est neutre, neuneux, bah, tu fais du neuneux et tu n'essaies pas de trop réfléchir. Quand il y a des tendances, il faut savoir les séquencer, trouver le bon time frame, trouver la tendance primaire. Connaître les variantes, séquences alternatives, et quand il y a des excès, connaître les structures qui permettent de structurer les excès. Typiquement, le multi-time frame, etc. OK ? Une fois que tu maîtrises tout ça, d'accord ? Que tu maîtrises bien et que tu sais donc, quand tu regardes un marché, savoir à quelle boîte de contexte il correspond. Du coup, pour savoir où se trouve la gestion à faible risque et ce que tu vas pouvoir faire. Derrière, tu sais que 3 time frames en dessous de la gestion à faible risque, il y aura toujours des flux. Ces flux sont très faciles à séquencer, mais par contre, il faut savoir trouver la zone spéculative initiale, d'accord, pour borner ton flux. Si tu trades un flux sans savoir quel est son objectif, ça commence mal. Donc, pour ça que trader de la volatilité pure sans savoir comment faire, ça, c'est pas bon. Enfin, pour moi, c'est pas bon. Ou alors, il faut un expérimenté derrière qui trie le marché pour toi, quoi. Qui va te dire, bon, bah, la zone, elle est là, trade le flux sur ce time frame-là. C'est tellement ça que je voulais faire. Je voulais attendre ici, en fait, que ça fasse une troisième borne. Ouais, alors attends. Et ça remonte dans la zone de neuneu et que ça replie... Ah non. Le repli neuneux, c'est je viens mettre des clôtures dans la dumb zone, donc là-dedans, et je me replie vers la zone ici. Donc là, c'est trop tard. Là, tu viens de la traverser. Je voudrais que les prix redescendent, en fait. Ah oui, mais là, il faut que ça descende plus, hein, puisque tu payes sous le contexte et Fibo 76. Donc là, c'est à partir de 7006 que tu payes. C'est ça, j'aurais attendu un petit rebond dans la zone neuneu après, pour prendre le repli d'après. Non, repli, ça veut dire que tu as fait des clôtures sous la zone, d'accord ? Voilà, j'aurais attendu plus longtemps, quoi. Ah oui, mais... Que ça fasse des clôtures sous la zone, que ça rebondisse. Alors, en général, il vaut mieux même trader les replis neuneux quand tu as fait une nouvelle borne. C'est-à-dire, tu es allé chercher un nouveau plus bas, tu élargis tes Fibo. Donc, je te fais l'hypothèse. C'est quand même peu probable, parce que là, on parle d'un prix à moins $200. Mais admettons. Il y a des cryptos qui font ça, là, qui vont plus bas que la première borne. Oui, bon, admettons, on fait abstraction de l'échelle de prix.
tu viens casser le point bas. Dans ce cas-là, toi, il va falloir élargir tes fibos. Et comme tu viens de faire un nouveau plus bas, tenir des clôtures sous la zone, là, effectivement, le plus safe, c'est d'attendre le repli. OK? Voilà, c'est ce que j'aurais fait. On est d'accord. Mais là, tu as déjà des bornes en place. Donc, quand tu as ce truc-là, tu sais que là, pour l'instant, tes fibos, ils sont là. Et tu sais que si on glisse sous le contexte et plus de 76% de rotation, enfin 76,4, tu bourrines, point. Mais non, mais c'est même pas, tu t'en fous de savoir si ça va faire un nouveau plus bas. Même si ça fait un nouveau plus bas, normalement, ton stop loss, il est plus bas. D'accord? Puisque ton stop loss, il doit être pratiquement de la taille du canal de tendance. Donc là, ton stop loss, il est là. Tu te feras très rarement stopper sur du nœud, en fait. Mais c'est pour ça que ces patterns-là, elles sont là, et c'est les premières que je vous apprends, parce que ce qu'elles t'apprennent surtout, c'est pas forcément à gagner plein de thunes, c'est à gérer le risque du bruit de marché, quoi. C'est-à-dire comment dans un marché très bruyant, qui a beaucoup de volatilité, beaucoup d'incertitudes, etc., comment tu arrives à dégager tes premiers risk-reward positifs. Ok, pas parce que tu penses que le marché va rebondir, non, parce que pour la première fois, tu as mis des règles qui procurent une espérance de gain positive. Ça va t'apprendre à arrêter de chercher à avoir raison, parce qu'il y a bien des fois où tu vas manger des stop-loss. Ok, ça t'apprend à commencer à rentrer doucement dans la façon dont on gère le risque d'une stratégie spéculative, c'est-à-dire c'est pas « oh putain, je rentre et je sors parfaitement, j'achète tout en bas, je revends tout en haut ». C'est pas possible de faire ça dans un range. D'accord? C'est juste pas possible. Les mecs qui te disent « moi j'achète en bas, je vends en haut », c'est des gogoles. Dans un range, ça n'existe pas. Okay, dans un range, c'est juste est-ce que tu arrives à avoir une espérance de gain positive? C'est déjà pas mal, puisqu'on sait que la plupart des particuliers perdent de l'argent. Ok? Et surtout, comme je te dis, ce qui est important, c'est que même en nœud, d'accord, quand tu vas faire de la borne ou du repli, tu commences déjà à introduire les notions spéculatives qu'on va ramasser et rabâcher à longueur de temps ailleurs dans tous les autres contextes. C'est-à-dire que quand tu trades, tu rentres, tu mets un stop loss. Ce stop loss, tu le bouges jamais. D'accord? Jamais, jamais en négatif. C'est-à-dire, le stop loss, au pire, tu vas le réduire, mais jamais tu le repousses. D'accord? C'est la règle number one. Quand tu rentres, tu mets un stop loss et il ne peut pas bouger. Après, si ça valide, tu vas déplacer le stop loss. Généralement, tu réduis ton risque. Ok? Et si ça confirme, normalement, donc plus de risque. D'accord? C'est vraiment cette étape dans laquelle il faut que dans ta tête, tu te dises, toutes les patterns, elles fonctionneront comme ça avec cette stratégie. Tu rentres, il y a un stop loss. Si le marché va direct choper ton stop loss, tu perds jamais plus de 2%. Ok? Ça fait chier et tu ravales ta fierté, tu passes au trade suivant. Il y a toujours un taux d'échec sur toutes les patterns. Par contre, une grande partie du temps, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller toper ta validation, tu vas réduire ton risque de perte à pratiquement 0,5, voire même en dessous. Ça veut dire que concrètement, si jamais on va quand même choper ton stop loss derrière, il coûte déjà plus grand-chose. Ok? Et après, tu as l'étape de confirmation. Confirmation, ça veut dire que tu es garanti d'avoir un gain. Au pire, le gain, c'est 0, mais tu es sûr de ne plus avoir une perte. D'accord? Quand tu arrives en confirmation, tu dois avoir soit sécurisé un gain, soit garanti pas de perte. Et après, tu as un objectif. Quand tu atteins l'objectif, si tu commences à vouloir faire le gratteur, ah, j'en veux un peu plus, etc., c'est là où concrètement, bah, tu vas sacrifier ton gain et ça va repartir dans l'autre sens, surtout dans un range. Voilà. Donc, c'est surtout si tu commences à pratiquer ça. D'accord? L'avantage des ranges, c'est qu'il y en a partout, sur pratiquement tous les time frames, etc. Donc, dès que tu trouves un range, essaye de trader, parce que ce qui m'intéresse, d'accord, c'est surtout que tu apprennes une chose. C'est à faire ça une cinquantaine de fois pour pouvoir concrètement, dans ta tête, savoir dire sur 50 trades, combien de fois on m'a pété le stop loss one shot. C'est-à-dire, je suis rentré, on m'a pété le stop loss. Combien de fois je suis rentré, on a validé, puis on m'a pété le stop loss. Combien de fois on a validé, confirmé, puis on m'a pété le stop loss. Combien de fois on a validé, confirmé et atteint l'objectif. Tu vois ce que je veux dire? Concrètement, c'est le meilleur exercice qu'il y a à faire pour commencer à comprendre comment fonctionnent les stratégies de trading. Ok? Tu te rends dans un tableur, les 50 trades, ok? Et tu fais un tableau. Premier tableau, c'est SL. D'accord? Concrètement, ça veut dire, navré coco, je me suis pété le stop direct et j'ai pris maximum 2% de perte. On est bien d'accord qu'en plus, ça dépend souvent de la nature du signal. C'est-à-dire que si tu n'as vraiment aucun signal, tu ne vas pas mettre 2% de risque. Si tu as des signaux, etc., tu as des bonnes gestions du risque, tu peux aller jusqu'à 2. OK? Donc, tu vas faire SL, validation, confirmation et objectif, entre guillemets. OK? Et ce que tu fais, c'est que pour les 50 trades que tu vas lister dans un contexte, d'accord,
Amuse-toi toujours à faire ce truc-là. Moi, ce qui m'intéresse pour savoir que tu maîtrises un contexte, c'est que cette carte mentale, tu l'as. Et tu as confiance. Parce que quand tu as ça, tu vas voir que toutes les stratégies que je te propose, elles ont une espérance de gain positive. Point. Mais il faut que tu le vois par toi-même. Tu peux pas juste me croire comme un gourou qui te dit fais confiance, bro, Dieu existe. Non, non, c'est juste fais-le et regarde. Ok? Soit en replay, mais le mieux, c'est encore de le faire avec l'argent. Ok? C'est juste complètement con. D'accord? Donc, tu vas regarder sur 50, d'accord? Par exemple, dans les stratégies neuneux, le nombre de fois où tu vas manger un stop loss, ça va être 2 fois, quoi. 2, 3 fois. Allez, on va dire, franchement, c'est 5-10% des cas, grand maximum dans ces stratégies-là. Combien de fois tu vas taper la validation? Bah, du coup, tout le reste, d'accord? Puisque quand tu as pris ton trade, il n'y a que 2 schémas au début, soit ça valide, soit ça stop loss. D'accord? Si tu valides, la plupart du temps, ton risque il va passer de maximum 2% à en moyenne 0,5. Tu réduis ton risque de 2 à 4. De 2 à 4 fois. Okay, donc on va dire, on va être ici plutôt pessimiste. Ton risque qui était initialement de 2% maximum, il vient d'être réduit à moins de 1. Okay, on va dire 0,75. C'est à peu près là que se situe d'ailleurs la moyenne. Ça dépendra en fait de la capacité, de la volatilité du marché. S'il est vraiment volatile, tu vas pas avoir le point bas, donc quand tu vas remonter le stop loss, c'est tout simplement, il va falloir quand même marger le risque de perte, puisque tu peux pas remonter ton stop loss trop vite. Okay, en validation, tu as toujours un risque de perte, mais tu le réduis. En confirmation, c'est 0 risque de perte. D'accord? Ça veut dire soit tu bouges pas le stop loss, mais dans ce cas-là, tu le payes, soit tu mets le stop loss à break-even. OK? Peu importe l'option, mais retiens, c'est toujours comme ça. Validation, je réduis mon risque. Confirmation, je veux plus de risque. Voire un gain garanti, si tu veux, si tu es très protectionniste. Et objectif, putain, récupère ta thune et cherche pas à faire plus, quoi. Et quand ce process, il va être rentré et que tu es capable de faire cette petite carte mentale, d'accord, de grosso merdo, sur cette pattern, j'ai combien de taux d'échec? Parce que plus tu vas avancer vers des patterns expérimentés, plus elles sont complexes, plus il y a donc de probabilité que tu te plantes dans l'application de la stratégie. Mais normalement, si tu te plantes pas, tu verras que la plupart du temps, plus tu progresses dans la stratégie, plus les contextes sont chiants, plus il y aura de stop loss. Mais tu verras aussi que quand tu arrives à l'objectif, c'est pas le même risk-reward. Ok? C'est ça les purs maths de la finance, quoi. Les purs stats de la finance. C'est que une stratégie qui rapporte plus, elle a forcément un taux d'échec, c'est-à-dire un stop loss immédiat supérieur. Mais quand tu feras les maths, c'est-à-dire que petit à petit, tu auras progressé des patterns qui ont très peu de taux d'échec, ok, à des patterns qui en ont beaucoup plus, mais qui rapportent beaucoup plus, tu verras que c'est surtout ces patterns-là qui rapportent de l'argent. Il vaut mieux un taux de succès inférieur, mais des rendements, des risk-rewards supérieurs. C'est là qu'on gagne de l'argent, dans les marchés. Donc il ne faut pas avoir peur de prendre du risque, et surtout quand je vous rabâche de ne pas avoir peur de perdre, c'est parce que si tu n'as pas confiance dans les statistiques de ta stratégie, ben tu peux pas, tu vas être crispé par la peur à chaque fois que tu prends un trade, parce que tu auras peur d'échouer, tu auras peur de perdre. D'accord? Alors que si tu maîtrises ta pattern, tu sais que les maths, elles sont profitables. T'arrêtes de raisonner un trade, tu sais que sur une cinquantaine de trades similaires, ça gagne quoi qu'il arrive. Et ça, mais c'est pas de la magie, bordel. C'est juste de la gestion du risque. Mais il faut que vous le voyez vous-même, quoi. C'est pour ça que je vous dis, moi, j'aime pas ce délire un peu gourou, secte qui vous dit je vous donne la bonne parole, croyez-moi. Non, moi, je vous dis putain, prenez vos graphiques et faites-le, quoi. Moi, je sais que ça marche. Mais vous ne pouvez pas me croire sur parole. Vous devez le faire vous-même, via des exercices pratiques, etc. Faites-le, ce tableau, et vous allez voir. Après, vous faites les maths. Vous dites, bon, ben du coup, combien de fois j'ai atteint la confirmation? Ok, donc ça va vous faire un truc à peu près comme ça. Je te le dis, hein, parce que voilà. Si on place donc 10 croix sur la verticale, il n'y en a que 2 hein, en stop loss. Donc celle-là, elle n'existe pas normalement. Je vais l'enlever. Je ne sais pas si je vais réussir. Bon, même, prenons un cas donc vraiment pas cool. Donc là, du coup, on n'a pas de validation. Attends, je vais quand même essayer de respecter les règles. Bon, ça va, c'est pas trop mal. Ok? Donc 2, ici j'en ai 8 à mettre, donc encore 2. D'accord? Les confirmations, on va en enlever encore un peu. C'est pratiquement 1 sur 2. Voire un peu plus.
Alors, combien j'en ai? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et là, ouais, 6, ça colle à peu près. Et pour l'objectif, concrètement, ça va être à peu près ça. OK? Donc, l'objectif, on l'a dit, c'est souvent 1 pour 1 en moyenne. OK? Sur les stratégies de range. OK? Donc là, normalement, vous gagnez combien quand on atteint ce truc-là? Attention, c'est une question piège. C'est une question piège. C'est pas tout à fait 2%. Pourquoi? Voilà, ça dépend ce que tu vas faire pour les confirmations. Voilà, il s'agit de dire, si en confirmation, tu mets juste le stop à break-even et tu fais pas de take profit, tu vas gagner 2%. Si en revanche, sur les confirmations, tu choisis une gestion un petit peu moins agressive, c'est-à-dire, je fais par exemple un TP 25%, avec un stop loss à break-even. D'accord? Grosso merdo, de toute façon, toutes ces stratégies, elles reviennent à peu près au même. Il y a des petites variantes, ok? Mais je vous dis, c'est pour ça que je vous laisse beaucoup de liberté quant à la gestion de ces trades-là, parce que grosso merdo, faites l'exemple, faites les maths, et vous verrez, ça retombe franchement à peu près toujours à 1 pour 1, quoi qu'il arrive. Après, ça va être 1 pour 1,1 ou 1 pour 1,09. Enfin, voilà, c'est assez affligeant, donc vous ne faites pas trop chier sur la méthode de gestion. Retenez juste que l'essentiel à retenir, c'est en confirmation, si tu prends une perte, ça ne va pas du tout. Ok? Donc concrètement, 6 fois sur 10, tu ne perds pas. Ok? Quand tu perds, 1 fois sur 2, tu perds pratiquement rien. Puisque tu perdais à la base maximum 2%, là on l'a dit, c'est 0,75. Donc si on compte sur 10 trades, tu as perdu 2 fois 0,75. J'ai dit en plus, là, je prends vraiment les stats les plus merdiques. Hein. OK? 2 fois 2%, en prenant le cas de figure où justement, tu n'as pas du tout géré ton risque. OK? C'est de dire, les seules fois où en plus de ça, tu as mangé des stop-loss, tu avais parié à donf. D'accord? Donc ça, c'est tes pertes. OK? Donc net, tu as perdu 5,5. OK? Là, on a dit, tu es en gestion agressive, tu fais éventuellement 0 ici, donc il y a 2 trades où tu vas rien gagner. D'accord? Donc 2 fois 0, on est d'accord, je ne vais pas marquer. Et 4 trades à 2%. D'accord? Est-ce que ça gagne de l'argent? Ah oui, ça veut dire que tu fais 50 trades, d'accord, pour gagner net. Enfin là, on l'a dit 10, d'accord? Ça veut dire que sur 10 trades, concrètement, on est d'accord que tu gagnes 2,5% de capital. Donc, quelle est la variable d'ajustement là-dedans? Si tu veux faire un gros rendement, il faut trouver plein de ranges. Bon, aussi, comme on l'a dit, dans un range, l'objectif, c'est pas de vous faire gagner de l'argent. L'objectif, c'est de vous dédramatiser le trading, de systématiser vos prises de décision, de péter votre putain d'amygdale et de commencer à recabler correctement le cerveau. Et apprendre en plus de ça les notions initiales de gestion du risque qu'on va reprendre maintes et maintes fois derrière dans tous les contextes. Jusqu'à ce que vous les ayez appris tous, et quand vous maîtrisez tous les contextes, ce que je fais, c'est que je vous apprends à anticiper vos signaux à la fin. C'est-à-dire quand tu sais ce que tu veux faire, que tu sais pourquoi tu dois le faire déjà, hein, c'est-à-dire donc tu maîtrises bien ton contexte, je vous apprends à multiplier le rendement en allant anticiper les signaux. Mais pour anticiper un signal, il faut savoir ce que tu veux déjà. Et c'est là que tu multiplies tes rendements. OK ? Et après, vous avez donc 2 mécanismes, c'est comme ça que fonctionnent les professionnels. On a une phase risque et une phase reward. C'est-à-dire que moi, concrètement, je peux moduler mon risque entre 2 et 1%, d'accord? Donc maximum risque, je prends 2% de risque, j'ai un curseur de risque et j'ai un curseur de rendement qui fait que au début de la position, je peux choisir d'anticiper. C'est-à-dire, par exemple, je vais m'octroyer 2% de risque, mais je vais faire 3 trades par anticipation avec 0,5% de risque chacun. Ce que j'expliquais tout à l'heure aux expérimentés, c'est que le fait d'anticiper, ça multiplie le rendement par 4, mais ça diminue la probabilité de réussite par 2. D'accord?
Donc, concrètement, il suffit juste de réduire le levier des positions, d'essayer plusieurs fois, mais tu gagnes 4 fois plus. Donc, pareil, vous verrez que quand je vous apprendrai à anticiper correctement, c'est putain de rentable. Mais ça sert à rien d'anticiper tout le temps, d'accord? C'est plus de dire, plus la configuration technique est bonne, plus l'anticipation sera profitable. Point. Vous ne pouvez pas savoir en avance. Donc, quand on anticipe, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on prend moins de risques. OK? Puisqu'on réduit son taux d'échec, enfin, on augmente son taux d'échec. Il faut du coup pas tout miser. Celui qui sort 2% de risque sur son premier trade d'anticipation, il n'a rien compris à l'anticipation. C'est tout. C'est complètement con. Les métaux et le pétrole, ils n'étaient pas sur le brief hebdo. Oui, mais c'est des tendances. On fait du range là. Je suis désolé. Alors, sinon, on boucle la partie range. Et après, on prend peut-être 2-3 questions, mais j'ai la dalle. Hein, donc, doucement. Bon, de toute façon, pour faire simple, le pétrole, on a déjà connu une phase d'excès, donc on va probablement normaliser pendant un bon moment, et la variable d'ajustement, c'est ce putain de dollar. Donc comme pour ma part, le dollar, il est plutôt amené à être flat dans les prochains trimestres, je vois pas vraiment grand-chose à foutre sur le pétrole avant plusieurs trimestres. Et de savoir si le dollar retourne en phase inflationniste, ou justement la Fed fait n'importe quoi et on se retrouve en déflation. Possible, peu probable, mais pour ma part, voilà. C'est plutôt, je traderai le prochain cycle inflationniste du dollar avec le fameux pot de pétrole. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Et pour les métaux, la stratégie reste toujours la même. On est dans le cycle des commodities. Donc pour moi, toutes les commos qui n'ont pas fait d'excès haussier, je bourre comme un connard. La seule pour moi qui n'a pas connu d'excès, c'est le silver, tout simplement parce que les particuliers en ont plein les portefeuilles. Merci les Reddit, etc. et tout ça. Et je sais que les particuliers, c'est souvent ceux qui ont raison, mais qui n'ont pas le bon timing. Donc, ils ont payé le silver à 39 $. On est 2 fois moins cher aujourd'hui. Je pense que c'est des zones où, franchement, ça vaut le coup d'en prendre. Maintenant, il ne faut pas récupérer ses profits à 39 $. Le silver, il faut tirer les profits à 100, enfin voilà, 80, 100. Il faut être ambitieux, voilà. Il y a un risque significatif, il faut un reward, point. Voilà. Il faut être conscient que c'est dans le secteur commo, donc il devrait y avoir des excès, ou en tout cas, il y a de fortes probabilités qu'il y ait des excès. Voilà. Par contre, ne touchez pas les comos qui sont déjà en excès ou qui ont déjà fait des excès. Ok? C'est vraiment, on va passer toutes les comos de l'une après les autres. Voilà. Donc, toutes celles qui sont déjà passées, touchez pas. Laissez-les reposer. On les retraitera éventuellement dans une deuxième pique inflationniste, plutôt vers 2024. Enfin, on va dire fin 2023. Ok? Donc, pour l'instant, toutes celles qui ont déjà pumpé, type WTI, etc., laissez-les ranger pépère. Voilà. La variable d'ajustement pour toutes celles-là en attendant, c'est ce fucking dollar. Bon, pour les ranges, c'est bon? On a fait le taf ou pas? Ok, cette notion-là, elle est hyper importante à comprendre. Bon, de toute façon, je l'ai dit, je dois refaire les trading lessons. Tout ça, évidemment, on en parlera dans les trading lessons. En attendant, pourquoi vous devez faire des exercices? Ben pour ça, en fait. D'accord? C'est vraiment, il faut que ces cartes mentales, vous les ayez vues par vous-même. On ne croit personne dans les marchés, et encore moins son prof. Ok? Moi, je suis votre prof, je suis là pour vous apporter des données, c'est à vous de les traiter. Vous ne me croyez jamais sur parole. Ok? C'est hyper important. Hein. Ça vaut pour tout le monde, en fait. On ne suit pas un analyste sur YouTube, on ne suit pas un trader non plus. On apprend à bouffer soi-même. Moi, je vous apporte des infos qui sont ce qu'elles sont. Vous en faites ce que vous voulez, mais vous ne tradez jamais par rapport à une information. Ok? Moi, je vous apporte des infos pour les contextes, donc pareil, vérifiez ces informations. Ok? Le do your own research, ça vaut pour tout. C'est hyper important dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Hein. L'autonomie de pensée, c'est hyper important parce que Dieu sait que l'endoctrinement, c'est ce qui nous attend dans les prochaines années. Donc, apprenez dès aujourd'hui comment ne pas vous faire baiser les neurones par quelqu'un d'autre. Ça vaut pour connaître toutes les techniques de manipulation, etc. Okay? Donc, la base pour ne pas être manipulé, c'est de tout vérifier. Bon, d'écarter évidemment tout ce qui est grotesque, hein, parce que si vous devez tout vérifier, ça fait... Enfin voilà, il faut avoir 3 vies pour le faire. Mais voilà,
Une fois que vous avez quelque chose d'intéressant, quoi qu'il arrive, jamais on ne fait le chemin de simplification qui revient à dire j'ai pas le temps donc je fais confiance. D'accord? C'est pas possible. Surtout quand il s'agit d'argent, hein, on est d'accord? Vous apprenez à trader, donc il y a une contrepartie financière, vous risquez clairement votre capital, donc faites pas les cons, hein. On vérifie tout avant d'exposer son capital. Celui qui se dit là, ça a l'air pas mal pour indicateur, il a l'air de savoir de quoi il parle, le gars. Ah ouais, j'ai compris, troisième borne, c'est ça. Allez, bam, je suis chaud, je te mets 2% de risque tout de suite. Non, non, d'accord? Vous bouffez 50 fois en replay d'abord. Une fois que cette petite carte mentale dont on a parlé, elle est là, ça veut dire que vous avez une confiance légitime dans la pattern. Ça ne veut pas dire que la pattern, elle va marcher. Bon, maintenant, comme vous l'aurez vu, si vous faites 50 fois la pattern de suite, ça ne peut pas perdre de l'argent. Donc concrètement, pourquoi je vous dis 50 et que je vous dis 2% de risque maximum? Parce que normalement, en 50 trades de suite, pour brûler ton capital, il faut que tu fasses 50 stop loss de suite. On l'a vu, c'est pratiquement impossible. C'est pas dire que c'est impossible statistiquement parlant. Tout est possible. Mais ça a 0,01% de chance de se produire. Ça veut dire, franchement, si tu commences le trading en bouffant 50 stop loss de suite dans des troisièmes boards, waouh! Ça veut dire que tu les as toutes tradées sur le même type d'actifs en même temps et que tu viens de tout perdre en même temps. D'accord? Donc c'est pour ça, comprenez aussi que le but, c'est pas de déployer 100% de votre capital sur 50 troisième bornes dans le même secteur d'activité. Ça c'est pas 50 fois un trade différent, c'est 50 fois le même trade. Hein. Mais même là, normalement, la probabilité que les 50 actifs réagissent de la même façon, c'est assez peu probable. Mais voilà. Donc on fait attention. Hein. Le but, c'est pas de trader un maximum à l'instant T. Okay, surtout sur des patterns de troisième borne. Quoi. Ok, on maîtrise son risque et on apprend à trader doucement et sereinement. Voilà comment ça va se passer si vous voulez trader avec ma strat. Ça, je vous le dis, et je vous l'ai dit, ça y est déjà dans les TL, et ça y sera dans les TL quand elles seront refaites correctement. Parmi les premiers cours d'ailleurs, soyez rationnel sur les sur les durées, d'accord? C'est 6 mois minimum avant de commencer à voir des effets sur le compte. Parce que déjà, il y a 2-3 mois, vous allez bouffer le contenu, apprendre, bouffer du replay, etc. Puis vous allez commencer à pratiquer, mais concrètement, ça gagne pas grand-chose. On l'a vu, 2,5% de gain net sur 50 trades. C'est pas... Enfin, sur 10 trades. Donc, déjà, il va falloir les trouver, les 10 trades. Et puis, comme je l'ai dit, ne me mettez pas 10 fois le même trade, quoi. C'est-à-dire, il y a quand même des corrélations en ce moment. Si, par exemple, sur les cryptos, vous êtes en train de m'acheter 10 troisième bornes, franchement, vous prenez 10 fois le même trade. Donc là, le risque, c'est pas 2%, c'est 20. OK? On fait gaffe. OK? On fait très, très attention à ça. Ça marche, c'est clair pour tout le monde? Bon, il est 14 heures. On va peut-être couper le replay un petit peu plus vite aujourd'hui, histoire de pouvoir prendre quelques questions. Et on refera ça peut-être dans 2 semaines. Mais là, la fin d'année se rapproche. Je dois justement enregistrer ces putains de TL. Et en plus, tout à l'heure, je me suis pété... Mon truc qui me sert à enregistrer est complètement baisé. Donc, il va falloir que je refasse tous mes réglages. Parce que, évidemment, je n'avais pas vraiment prévu de faire aujourd'hui. Donc, on va couper. Commencer à côté expérimenté. Pour les expérimentés, c'est toujours le même processus. Hein. Tu apprends des schémas qui te permettent à prendre plus de risques. Mécaniquement, ils réduisent tes probabilités de succès. Donc, petit à petit, plus tu progresses en tant qu'expérimenté, plus tu dois t'habituer à perdre. À avoir tort. Voilà. Mais tu prendras plein de petites pertes. Et quand tu prends un gain, mon coco, ça remplit le compte. Hein. Moi, quand je prends des gains, je prends 15-16% de capital d'un coup. Hein. Et après, je perds à coup de 0,5. Mais j'ai beaucoup plus souvent tort que raison. Hein. Par contre, quand j'ai raison, je prends un pactole. Et c'est pour ça, moi, tu me vois pas sur les réseaux venir dire « gros gain de fils de pute, j'ai encaissé 15%, etc. » Par contre, tu me vois dire « Ah bah j'achète là. Ah bon, il a eu tort. Ah tiens, il a encore pris un stop loss, Phil. C'est rigolo. » Ah mais tu captes combien de stop loss je dois bouffer pour compenser un gain de 15%? 15%, j'ai pris plus que ça, par exemple, sur les taux à 10 ans US. Hein. Là, j'ai chargé un TP de 20% du compte, hein, pratiquement. Donc, tu comprends le nombre de trades à la con à 0,5% de perte que je peux financer derrière?
Mais oui, mais c'est comme ça, les gars. C'est juste que, putain, moi, j'essaie de vous apprendre le vrai métier. Le vrai métier, il est souvent contre-intuitif au fantasme que vous avez dans votre tronche, quoi. Et que j'avais moi aussi à l'époque, hein. Je fantasmais sur les gains, j'adorais les scalpers, les mecs, ils avaient un arbre de verre sur les graphiques, c'était fantastique. Oui, oui, ces gars-là, ils gagnent 0,5 et quand ils perdent 15. Donc pareil, ils ont plutôt intérêt à gagner plein de 0,5 parce que quand ils perdent 15, ça fait mal. C'est ça le truc, c'est que il faut faire attention, quoi. Il faut faire très attention, ok? C'est souvent contre-intuitif. Le vrai trading, c'est pas avoir raison. C'est juste savoir prendre des risques correctement. Plus vous les gérez, plus vous gagnez. Et plus vous limitez les pertes. C'est tout. Mais avant d'apprendre à prendre des risques au niveau professionnel, on apprend à structurer son marché. D'accord? Contextualiser. Quand vous contextualisez correctement, là, on peut apprendre à faire de l'anticipation. Mais pas avant. Avant, le but, c'est d'apprendre à structurer, pas d'apprendre à gagner un max de blé. Ok? Et je vous l'ai dit, je vous le redis, c'est fait partie de la formation. Quand vous maîtrisez tous les contextes, c'est-à-dire juste les ranges, les tendances, les structures alternatives, je ne parle même pas du multi-time frame, je ne parle même pas des flux, d'accord? Rien que ça, d'accord? Juste structurer un marché correctement. C'est-à-dire savoir trader une séquence primaire ou un range neuneux quand il n'y a rien à trader, d'accord? Trader ça correctement, vous gagnez 40% par an. C'est-à-dire vous faites mieux que les gérants qui bossent et qui vous prennent des fils de cochons sur vos OPCVM, etc. Ok? Et là encore, c'est pour les profils faible risque. Ajoute les flux à ça, tu rajoutes 20% de plus. Ajoute l'anticipation, tu rajoutes 25-30% de plus encore. Vous voyez que faire 100% de rendement par an, c'est pas hors sol en fait. C'est juste qu'il faut être capable de faire des structures de tendance quand il y en a, des ranges correctement quand il y en a. Il faut être capable d'exploiter tout le marché. Il faut savoir trader les flux et il faut savoir trader en anticipation. Point. D'accord? L'anticipation, comme on l'a dit, ça réduit vos probabilités de succès par 2, mais ça multiplie le rendement par 4. Donc globalement, vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire, si tu gagnais avant, d'accord, c'est arrivé à tirer 40-45% sur les gestions à faible risque. Je rappelle, l'anticipation ne se fait que sur les gestions à faible risque. On ne peut pas anticiper si on ne maîtrise pas la base. Et donc, si vous gagnez 40% sur vos gestions à faible risque et que vous êtes capable de les anticiper, ça veut dire, concrètement, vous multipliez le rendement par 2. Vous aurez beaucoup plus souvent tort, mais vous gagnerez quand même 2 fois plus à la fin. Ok? C'est juste des maths, quoi. Ben, tu vois tout de suite que ça fait 80% de gains, plus 20-25% de flux, tu gagnes 100% par an, point, merde. Et puis c'est pas, oh putain, le mec il est balèze. Non, c'est juste des putains de maths, quoi. Je sais que ça vend du rêve, là, des fois, quand on dit, ah, mais le mec il dit n'importe quoi, c'est pas possible, il gagne pas 100% par an. Si tu fais tout ça, oui, si. Et je te le démontre, mathématiquement parlant, quoi. C'est juste, il faut que tu trades, quoi. Si tu trades pas, forcément, tu feras pas 100% par an. Voilà. Et tout ça, comme je vous dis, je vous le donne comme ça sur le papier, à vous de le vérifier. Il ne faut pas me croire sur parole. À vous de le vérifier. D'accord? C'est au fur et à mesure que vous progressez, vous apprenez ces structures que je vous donne, qui sont documentées. Je ne les invente pas au fur et à mesure pour le plaisir, hein. Voilà. Tout est structuré, vous les avez, vous les testez et vous regardez par vous-même. Point. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez carrément, je te dis, arriver jusqu'à l'anticipation, etc., trading professionnel? Là, vous pouvez clairement envisager d'arrêter de bosser, mais la durée de la formation, c'est 3 ans, quoi. Avant d'être purement autonome sur tous les contextes, les flux et l'anticipation, franchement, 3 ans. Voilà. Bon, il y en a qui peuvent aller un peu plus vite, mais on va dire sainement 3 ans avant d'être autonome pour faire ça. Il faut que vous soyez réaliste quand on vous vend des stratégies clés en main pour gagner de la thune. Mon cul. Voilà, mon cul. OK? Et ça ne veut pas dire que vous êtes une merde si vous gagnez que 35-40% par an, quoi. Mais non, mais putain, il y a des gens, d'accord, c'est juste que vous, pour la plupart, vous n'avez pas beaucoup de thunes, donc vous vous dites, ouais, moi je démarre avec 10 000 balles, si je veux arrêter de bosser, il faut pas, 100%, ça suffit pas, quoi. Mais c'est là où il faut que vous soyez réaliste. Vous voulez quoi? Vous voulez vivre du trading avec 10 000 boules? Ah oui, le prix de la stratégie, ouais.
Mais ceux-là, ils sont quand même fantastiques. Ces gars-là arrivent à vendre, d'accord, plus de 10 000 balles, des formations à des gens qui ont 50 000 balles de capital. C'est quand même fou. C'est-à-dire que le mec, avant même de savoir trader, il a déjà donné 20% de son capital. Moi, je te dis, ces gens-là, ils ne peuvent pas réussir dans le trading. C'est pratiquement impossible. Si tu commences comme ça, tu commences très très mal. D'accord? Votre capital, c'est le truc que vous devez préserver le plus. D'accord? Donc, aller dépenser des sommes à la con pour se former, il n'y a pas plus débile que ça. Ok? Quand on a 10 000 balles, comment on fait si vous voulez vivre du trading avec 10 000 balles? C'est quoi, rationnellement parlant, l'estimation dans le temps du moment à partir duquel vous pourrez vraiment vous dire ok, je quitte mon job, etc. En comptant que vous aurez 2 ans de chômage. Ah, tu peux partir vivre en Afrique. C'est une bonne solution d'ailleurs. C'est pas totalement con, hein. Bon, maintenant, partons du principe que tu as quand même de la famille et tout ça et que tu prévois donc de rester dans ton environnement actuel. Donc, non, profil agressif, ça sert à rien. C'est chacun son rythme, d'accord? Tu peux pas apprendre plus vite que... Voilà, je te donne la moyenne. Il y en a qui vont plus vite, il y en a qui vont moins vite, mais le minimum en moyenne estimable réellement, en moyenne pour un ensemble de gens, ça va être 3 ans pour être sur du 100% de rendement. Sans prendre le risque de fumer le compte, hein, voilà. D'accord? Et c'est pareil, 100% de rendement sur l'année, c'est en moyenne et ça dépend de ton activité de trading. On est d'accord que si cette année-là, il n'y a que des flux, il n'y a pas de tendance, tu ne vas pas pouvoir faire d'anticipation. Tu vas te taper les flux, tu vas trader les bornes du range, ça va être compliqué de taper 100% de rendement. Hein? Ça dépend de l'environnement. Maintenant, tu as une belle tendance, tu vas pouvoir y aller comme un cochon, anticiper, faire les flux, tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux. Voilà. Là, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai dit dans les prochaines années, ça ne sent pas trop les 100% de rendement quand même. Faut être plutôt rationnel, quoi. C'est de dire, si vous arrivez à faire 100% de rendement sur l'année, ça va être bien. Enfin, vous pouvez être très content de vous, quoi. Non, toutes les stratégies ne rapportent pas le même rendement parce que toutes les stratégies ne permettent pas de gérer les mêmes niveaux de risque. Mais oui, après, si tu maîtrises beaucoup une stratégie, normalement, voilà. Pour moi, le plafond, c'est vraiment ça. Les mecs qui vendent au-delà de 100%, allez, on va dire 120. Pour moi, 120, c'est vraiment le maxi, quoi. 120, ça veut dire tu prends déjà des risques sur tes gestions à faible risque. Au lieu de gagner 40%, tu vises 50 et quelques. Tu anticipes tous tes contextes. Donc, tu vas faire x2 sur ça. Tu fais 100% et tu vas manger 20-25% de flux. Donc, tu vas faire, voilà, que je te dis, 120, c'est le maximum si tu prends pas de risque. D'accord? C'est-à-dire, sur maximum, tu n'as jamais pris plus de 2% de risque sur un trade. OK? Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, si tu veux gagner 250% par an, bah, tu peux prendre 4% de risque par trade. Concrètement, ça va multiplier ton rendement. Hein. Tu viens juste, en fait, de prendre plus de risques. Je ne te dis pas que c'est infaisable. Je te dis juste que d'expérience, les gens qui font ça, ils finissent ma boule. Ah ben si, voilà, tu vois, Bernard, je viens d'en parler direct. C'est exactement ça. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, la volatilité du compte, ça va te rendre timbré. Mais vraiment timbré, nique sa mère, quoi. Donc, vraiment attention à ça. C'est pas malin de faire ça. Hein, c'est hyper important de comprendre ça. Des rendements rationnels sans jamais prendre le risque de se fumer le compte, c'est ça. D'accord? Le plafond infranchissable, 100-120% par an. Et c'est hyper chaud d'arriver à maintenir psychologiquement ce type d'activité de trading. Il faut franchement être un bon niveau. Enfin, c'est un niveau professionnel. Donc, comme je vous dis, là, il faut faire attention, il faut gérer ses émotions, il faut connaître les coups de mou de la psychologie humaine, les dépressions de septembre-octobre, il faut compenser. Je vous dis, enfin, c'est comme un sportif, quoi. Moi, j'ai des rituels tous les ans. Hein, voilà. Je sais qu'à la période actuelle, tout le monde déprime, donc il faut que je bouffe de la vitamine D, que je prenne du soleil autant que possible, etc. Enfin voilà, j'ai des compléments alimentaires à prendre. Je suis comme un sportif, quoi. C'est-à-dire pour tenir le truc, c'est pas un long fleuve tranquille, quoi. Ok, et puis il faut répéter ça chaque année, etc., etc.
Donc, pour pouvoir faire ça durablement, d'accord, c'est un vrai travail. Bon, maintenant, on revient sur l'exercice d'avant. Donc, on a dit, si tu commences avec 10 000 boules et que tu veux concrètement faire de ça ton métier, déjà, on a dit, vaut mieux que tu fasses partie des plus rapides parce que sinon, c'est à peu près 3 ans avant de pouvoir faire ça en autonomie. Bon, après, on va être rationnel. Il y en a qui peuvent aller un petit peu plus vite. Moi, je dirais quand même le minimum, le plancher, c'est 2 ans. 2 ans, si vous êtes vraiment jeune, que vous avez un passif dans le poker ou que vous jouez très bien aux échecs, ça va clairement vous aider à avancer plus vite. Et dans ce cas-là, effectivement, on est parti sur plutôt 2 ans. Au bout de 2 ans, normalement, vous pouvez être autonome, en anticipation, avec maîtrise des contextes, tradage des flux pour mettre du beurre dans les épinards. L'avantage des flux, c'est qu'il y en a pratiquement tout le temps. Donc, les flux, ça vous permet d'entretenir votre stratégie de trading. Concrètement, ça permet de trader quand il n'y a rien à faire, quoi. D'accord ? Vous allez trader les flux, ça permet de s'occuper, ça permet d'entretenir la machine. Mais concrètement, ce n'est pas les flux qui rapportent de la thune, hein. Je vous l'ai dit, je vous le redis, les flux, c'est du beurre dans les épinards. Ça fait 25-30% par an grand max. C'est pas très sexy comme type de trading, c'est vraiment chiant et routinier, mais c'est comme ça, voilà. Ça permet d'entretenir le truc. Ok, donc concrètement, à 10 000 balles, on est d'accord qu'on ne fait pas d'investissement, ni de conneries du genre, ça ne sert à rien d'immobiliser du capital. Là, vous allez trader en marge, 2% de risque par trade, etc., tutti quanti. Ok ? Donc, on calcule, pendant les 3 premières années, vous allez quand même gagner un peu, hein, on est d'accord, mais vous n'allez franchement pas gagner 100%. Donc, on va dire, au bout de 3 ans, grosso merdo, entre vos pertes de débutants que vous allez rattraper la première année, on va dire, au bout d'1 an, vous allez revenir break-even. Au bout de 2, vous allez gagner peut-être 25-30% grand max. Troisième année, on va dire, net, si vous aviez 10 000, vous devez vous retrouver à peu près à 17 18 000, quoi. Pas tout à fait x2, mais pas loin, quoi. 30% sur la première année. Et la deuxième année, vous allez refaire un 40-50. Donc globalement, vous devez être normalement pas trop loin d'un petit x2. Ça veut dire que vous avez gagné 10 000 euros en 3 ans. Ça la fout mal pour raccrocher et partir tout de suite dans l'indépendance financière, les conneries que vous voyez sur YouTube et tout ça, là. On est d'accord, ça fonctionne pas. Non, par contre, apprendre une stratégie de trading, ça vous oblige pas à passer 8 heures par jour devant les écrans. Ça, c'est une pure connerie aussi, hein. Ça s'apprend sans problème pendant 2 ans avec des cours du soir. Et tu peux bosser à côté. D'ailleurs, c'est ce que je te dis. À mon avis, je te dis, la meilleure façon d'apprendre pour vraiment réussir à avoir ton indépendance financière, si tu commences avec 10 000 boules, il n'y a pas 50 façons, hein. Travaille. Travaille vraiment au début, hein. Pendant les 2-3 premières années, tu as plutôt intérêt à bosser. C'est plutôt de dire, quand tu vas avoir effectivement 20-25 000 et des connaissances solides, d'accord, que tu vas pouvoir commencer à dire, ouais, là, l'année prochaine, il y a des chances que je tire vers les 80% de rendement, et ce sera déjà bien. Et il va falloir que là, justement, je crée de l'activité de trading. C'est-à-dire que c'est normalement, au bout de 3 ans, vous allez dire, bon, là, il faudrait que j'y passe un peu plus de temps pour pouvoir trader correctement. Bon, ou alors le mieux, ce serait qu'à l'avenir, on ait justement des stratégies programmables qui fait que vous pouvez continuer de taffer et votre taf et votre pognon, il travaille quand même. Mais à défaut, pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait le cas, vous êtes plutôt obligé d'être devant les écrans. C'est-à-dire pour trader plus, il va falloir avoir plus de temps devant les écrans. Donc à ce moment-là, c'est à 3 ans que vous arrêtez de taffer. 3 ans plus tard, d'accord ? Votre compte, il est à 25 000, pas plus. D'accord ? 20-25 000. Mais là, vous avez des connaissances et un chômage et du temps disponible. Et c'est là que vous allez faire vos armes, c'est là que vous allez vous former concrètement, c'est-à-dire c'est là où vous allez rentrer dans le métier. La première année, elle est dure, très très dure, parce que vous allez vous rendre compte de la réalité du métier de trader. La réalité du métier de trader, c'est pas pump it up, paillettes et champagne, c'est je passe des heures devant un ordi, je me fais chier comme un rat mort, il n'y a aucun pote pour s'occuper parce que tout le monde bosse et toi, tu es devant un écran à te faire yesh, et à attendre qu'un truc se passe. Donc concrètement, je vous l'ai dit, ça ne vend pas du rêve, hein. Vous allez surtout prendre une grosse douche froide quand vous allez comprendre à quoi il ressemble le métier. Non, mais c'est bien. Soit vous allez justement devenir complètement obsessif et vous allez péter une durite, soit vous allez comprendre que c'est cool d'avoir plein de temps libre et de faire ce que tu veux. Mais il va falloir que tu t'occupes autrement qu'à regarder des graphiques, hein, sinon tu vas devenir fou. Tu peux pas regarder les graphiques 8 heures par jour.
Il va falloir que tu t'occupes à faire autre chose. Mais bon, voilà, ça, vous vous en rendrez compte tout seul. OK? Mais donc, c'est au bout de 3 ans que tu pars au chômage et que tu commences à professionnaliser ton activité. Là, comme on l'a dit, tu as 25 000 boules. Si tu fais le travail plus ou moins correctement, c'est la première fois, donc tu vas avoir plein de chamboulements dans ta vie. Crois pas que tu vas gagner 100%, parce que là, clairement, tu vas faire des conneries. Donc, vaut mieux être rationnel, tu vas gagner que 80. Mais 25 000 euros, 80% sur l'année, plus un chômage, c'est cool. Mais à quoi ça sert d'avoir le chômage pendant ces 2 ans? Mais non, pas la sécurité, bordel. Est-ce qu'il faut que tu payes ta vie avec le capital que tu gagnes? Non, il faut que tu grossisses ton capital. Eh oui. Donc, tu vis comme un pouilleux avec ton chaume-du et tu grossis ton putain de capital. D'accord? Ce qui fait que l'année N plus 4, enfin la quatrième année, tu passes de 25 000 à 40, 45 000. Ton objectif, c'est essayer d'aller faire ça, 40 000. C'est bien. Comme on l'a dit, vise pas 120% la première année de pratique en autonomie. Sois plutôt réaliste, vise 80. Donc 25 000, tu vas monter à 40, c'est bien. OK? Et l'année 5, 40, 100 000. Et là, tu as 100 000 boules, mon coco. Tu peux complètement sortir le chôme nu et tu n'auras aucun souci à te sortir 25, 30 000 euros de bénéfices annuels. N'oublie pas qu'il faudra payer des taxes. Hein. Donc, voilà, pour moi, je l'ai dit, pour vivre du trading en pure autonomie sans complément de revenu, il faut à peu près compter 50, 100 000 balles. Tant que tu n'as pas ça, c'est même pas la peine d'espérer te dire je vis du trading. OK? Mais par contre, partir de 10 000 balles et vivre du trading, c'est possible, mais il faut 5 ans. Je vous l'ai dit, c'est possible, mais il faut 5 ans. Et si tu es bon, que tu fais ça, ben, qu'est-ce qui se passe? Tu tires un petit peu dans ton capital, tu vis, ok, il n'y a pas de souci. Tu essaies surtout donc pas de mener la grande vie, comme je te dis, coq et champagne et ce genre de conneries. Moi, j'ai jamais fait coq et champagne, hein, et pourtant j'ai gagné des fois plus que Macron. Hein. Donc à ce moment-là, c'est juste de dire, arrête de te la péter. Le but, c'est d'avoir un objectif. Moi, mon objectif, c'était il y a 10 ans, je suis parti avec 10 000 boules, et j'avais dit, je m'en bats les couilles, je vivrai du trading, et je finirai investisseur, je vais me construire un capital, et le but du trading, c'est de faire fructifier ce capital, en prenant du risque, mais en apprenant à le gérer, pour qu'à terme, j'ai plus besoin de trader. Rentier, c'est-à-dire tu investis et tu gagnes de la valeur de tes actifs, point. Soit dividendes, etc., mais juste, tu n'as plus besoin de venir faire le gogol devant les écrans tous les jours. 10 ans plus tard, on y est, les gars. En tout cas, moi, je suis en route. Alors, c'est vrai que le mot drawdown de 60% sur les cryptos, ça m'a un peu fait chier. Ça ralentit, on va dire, un peu le truc. Mais 10 ans plus tard, moi, j'y suis. L'objectif que je me suis fixé il y a 10 ans, je l'y suis aujourd'hui. J'ai plus besoin de trader tous les jours, concrètement. Donc, je l'ai dit, ça veut dire être capable de planifier votre life sur 10 ans, mais si vous partez de 10 000 balles, c'est pas impossible. Par contre, j'aime autant te dire que sur 1000 pélos qui se lancent sur la ligne d'arrivée, il n'y a pas plus de 10 qui arrivent au bout. Hein. Et juste parce que le chemin est dur, long, tortueux, et la capacité de faire des bêtises au milieu est énorme, et surtout la capacité que la vie vous force à faire autre chose est énorme. Ok? Donc soyons réalistes. Probabilité de réussir à vivre. Alors là, je parle même plus de vivre de votre trading, hein, mais je vous ai dit, le trading, quand vous l'aurez fait pendant 5, 6, 7, 8 ans de suite, franchement, vous n'aurez qu'une envie, c'est d'arrêter. Je suis désolé, je vous parle réellement. Hein. Moi, j'ai plus vraiment envie de faire ça aujourd'hui. Hein. Moi, ce que je viens de te raconter là, c'est juste ma life, en fait. C'est exactement ce qui vient de se passer les 10 dernières années. Pendant 3 ans, je me suis formé, j'ai grossi mon capital, j'ai pris du chôme du, je me suis sorti les doigts du huc, et voilà. Alors pour indicateur, moi ça m'a aidé quand même, parce que ça m'a permis de grossir le capital en plus du trading, ce qui est quand même pas mal. Ça m'a permis d'avancer un peu plus vite. Voilà. Et pour l'instant, l'aventure n'est pas finie, hein. Parce que c'est vrai que, bon, aujourd'hui, ça va, je suis quand même bien diversifié, mais vu la taille du portefeuille crypto, je vais te dire, si ça va à zéro, ça va quand même retarder un peu l'échéance. Il faudra que je rajoute 2 ans pour y arriver. Et puis, ça se trouve, j'y arriverai pas, c'est pas grave, hein, tu vois. Je veux dire, c'est pas, la vie est pas prévisible non plus, hein.
Manuki. Pour le Mimi. Là, je comprends plus rien du tout. Ah, mais je m'en fous, moi, du million. C'est pas. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, avec la volatilité des fiat, j'en ai plus rien à foutre d'un million, ça veut plus rien dire pour moi. C'est plus de dire avoir suffisamment de valeur. Alors, ça, justement, c'est comme ça que je sais si je parle avec un trader ou pas. Enfin, avec un mec qui a de l'expérience dans les marchés. Moi, les mecs qui parlent de millions, etc., ils servent à rien, ces types, c'est des gogoles. Enfin, moi, c'est comme ça, je les classifie tout de suite. Le- Un trader, il en a rien à foutre du montant nominal, d'accord? On sait qu'aujourd'hui, le montant nominal, nous, c'est le delta, quoi. Donc moi, j'en ai rien à foutre. Si tu veux, le jour où je vais passer un million, ça me fera ni chaud ni froid. J'en ai rien à foutre, quoi. C'est pas un objectif en soi. Pour moi, l'objectif, c'est juste de dire à partir de quel moment j'ai le crossover qui fait que je peux entièrement me rémunérer sur des investissements et plus du tout de trading. C'est-à-dire, j'ai plus besoin de faire le gogol à venir justement trader des flux, des machins, etc. Juste avec un portefeuille en investissement, je sais que je pourrais vivre pépère sans avoir à regarder les graphiques, quoi. D'ailleurs, là, concrètement, je lui ai dit faire autre chose, quoi. Oui, le trading, c'est un moyen, c'est pas une fin. Je sais que vous rêvez de ce délire de bling-bling, de mecs qui gagnent des sommes astronomiques, etc. Putain, mais ça va vous bouffer la vie, le trading. C'est ça la réalité. Ok? C'est chiant comme métier, c'est nul. Mais il n'y a aucun autre métier au monde qui rapporte autant d'argent. Bon, allez, ceci dit, ouais, il est 14h20. Allez, on va couper. Si vous avez des questions, je prends. Vite fait, mais 10 minutes, pas plus. Ah oui, ah, ça on est d'accord. Il n'y a aucun autre métier qui vous en fait perdre aussi. Il faut, de toute façon, quand vous l'aurez fait. Bon, pardon, je coupe le replay.